Bonjour à tous, bienvenue à cette 44e édition du Conseil de perfectionnement, on va dire nouvelle formule de la CCMP. Alors la thématique de ce matin en introduction, donc ça va être assez rapide, elle porte sur notre vision des transformations du paysage éducatif à l'heure des MOOC. Mais en fait, avant de vous donner quelques tendances en matière de numérique éducatif, je voudrais rappeler quelques données, à la fois quantitatives et qualitatives, mais qui me semblent assez éclairantes. Alors d'abord, en 2015, il y aura, donc cette année, plus de 3 milliards d'individus connectés sur la planète. Donc c'est quand même la moitié de la population humaine, plus de la moitié de la population humaine. Et puis 7 milliards de mobiles en circulation, donc ça n'est pas non plus complètement neutre. Vous le savez peut-être, il y a eu plus de 20 millions d'internautes de plus de 200 pays qui se sont inscrits à un MOOC durant l'année 2013. On a vu apparaître certains phénomènes comme des Skype Grannies, donc je ne sais pas si vous avez eu l'occasion de voir ça, mais des grands-mères sur Internet qui en fait s'occupent d'accompagner des jeunes dans leur cursus scolaire. C'est ce qu'on peut voir sur le site The School in the Cloud. Bref, on pourrait donc évidemment prolonger la liste à l'infini. Dans tous les cas, ce que je crois, c'est que ce que nous révèlent ces données, c'est qu'en fait, nous ne sommes plus, et vous le savez bien, dans une révolution technologique, mais vraiment dans un changement de civilisation. Donc on vit une révolution technoculturelle, c'est-à-dire en fait quelque chose qui change vraiment les rapports dans le monde. Côté entreprise, c'est pas à vous que je vais l'apprendre. Il y a des pans entiers de notre économie donc, qui sont bouleversés par le numérique. Celui des médias évidemment, celui de la communication, donc de la musique, bientôt et fortement celui du secteur bancaire et des assurances, celui du tourisme. Si je reprends dans ce secteur d'activité à titre d'illustration le secteur du tourisme, on peut citer donc l'exemple que vous connaissez tous, je pense, d'Airbnb, mais qui lui aussi est assez éclairant, qui est un service donc, qui a été utilisé quand même par 20 millions de voyageurs dans le monde en 2014, dont 2 millions de Français. Je citerai aussi celui de Cocooning. Je ne sais pas si vous connaissez cette application et ce service. Cocooning, c'est un service qui permet d'aller dîner chez l'habitant, en fait, quand vous êtes dans un pays à l'étranger. Voilà. Donc, comment est-ce qu'on peut expliquer ce phénomène ? Bien, moi, je reprendrai volontiers ici l'expression qui a été utilisée récemment dans un article des Échos, là, il y a à peu près un mois, par Maurice Lévy, où il dit « Nous assistons à une ubérisation de la société ». Alors, qu'est-ce qu'il entend par là ? En fait, on assiste à une offre qui devient totalement personnalisée. Dans le cas d'Airbnb ou bien de Cocooning, il y a en fait une volonté de vivre une expérience touristique locale. Donc être par exemple à New York comme un New-Yorkais, à Londres comme un Londonien, etc., etc. Et puis en même temps, une volonté des citoyens bien de participer, de collaborer, et peut-être aussi de faire de l'économie de partage le mode de consommation du XXIe siècle. Alors dès lors, pourquoi est-ce que l'éducation devrait échapper à ce mouvement de fond ? Avec le numérique, en fait, chaque utilisateur est en expérimentation permanente. Et pour les jeunes générations, c'est-à-dire pour nos élèves, pour nos étudiants, c'est vraiment leur écosystème, ils n'en connaissent pas d'autres. Et j'ai envie de dire que c'est presque une manière de vivre. Alors le digital, il rebat indéniablement les cartes de l'éducation. Juste un chiffre qui, moi, m'a vraiment donné à réfléchir. En 2015, l'école 42 a enregistré 80 000 candidats pour 1000 places. Donc je vous laisse imaginer, calculer le taux de sélectivité. Et pourtant, ils n'ont pas de professeurs, ils n'ont pas d'enseignement, ils ne demandent pas le bac
et ils ne délivrent pas de diplôme. Alors, quelles vont être les grandes tendances en matière de numérique dans l'éducation ? Je pense que vous connaissez tous l'histoire de Salman Khan, mais je vais quand même la rappeler ici. Salman Khan, c'est un Américain qui a été formé au MIT et à Harvard. Et en 2004, il a décidé de donner un coup de main à sa cousine qui habitait à l'autre bout des États-Unis, donc de lui donner un coup de main en mathématiques. Donc les premiers cours ont eu lieu par écran interposé. Et quand il ne pouvait pas être au rendez-vous, il enregistrait son cours et il l'envoyait à sa cousine. Et au bout d'un moment, sa cousine a fini par lui dire « Écoute Salman, en fait, je préfère t'avoir en vidéo qu'en vrai ». Donc, 10 ans plus tard, son école virtuelle, donc la Khan Academy, dont vous avez sans doute entendu parler, eh bien, elle a plus de 10 millions d'utilisateurs par mois, et même les enfants de Bill Gates l'utilisent, c'est vous dire. Alors, quand on entend ça, je crois que la question n'est pas de savoir si le numérique entrera ou non dans toutes les écoles du monde, mais plutôt avec quelle rapidité il va le faire. Encore un dernier chiffre qui m'a paru intéressant et que j'ai relevé là, dans un rapport de l'OCDE qui date de septembre 2014. 40% des enseignants français s'estiment très peu préparés au volet pédagogique de leur métier. Et c'est quand même la proportion la plus élevée parmi les 34 pays qui participaient à l'enquête. Donc en fait, avec le numérique, ce sont les fondements mêmes de nos façons d'apprendre qui sont bousculés, parce qu'en fait, le numérique interroge directement nos modèles pédagogiques traditionnels. Alors, qu'est-ce que ça peut entraîner ? Écoutez, on va peut-être assister à l'émergence de nouvelles logiques collaboratives entre les enseignants et puis les étudiants. On va peut-être assister à un changement de posture des profs, ça c'est sûr, mais aussi à un changement de posture des élèves qui pourrait passer d'une soumission un peu passive qu'on rencontre souvent à l'heure actuelle à une posture certainement plus impliquée et sans doute génératrice de plus de créativité. Ça va peut-être permettre aux étudiants de mieux s'approprier leur parcours de formation et d'en être un peu plus les auteurs. Je ne dis pas seulement les acteurs, mais aussi les auteurs. En fait, on ne sait rien de ce qui va se passer. Tout le monde tâtonne. Mais ce qu'on peut vraiment affirmer, c'est que la révolution numérique, elle n'a rien de technologique. Elle est avant tout pédagogique. Alors, ce qui est intéressant, c'est que si on regarde l'histoire de l'humanité, le numérique, en fait, c'est la 3e révolution du signe. 3 millénaires avant Jésus-Christ, on a inventé l'écriture. Donc, du coup, l'humanité a basculé d'une civilisation orale à une civilisation écrite. Au XVe siècle, l'homme a inventé l'imprimerie. Donc, l'écrit est devenu un bien public accessible en droit à tous. Et ce qui est intéressant, c'est que l'imprimerie, elle a permis finalement au lecteur de réfléchir par lui-même au sens profond des textes qui lui étaient proposés. Et puis, plus récemment, évidemment, on a assisté au lancement du web. Alors, quelles conséquences ça a eu ? L'information et le savoir, vous le savez bien, ont totalement basculé sur les écrans. Mais évidemment, ce n'est pas parce que le savoir est disponible que l'élève sait et apprend quelque chose. Alors évidemment, le rôle de l'éducateur va bouger. Il va falloir apprendre aux étudiants à mobiliser les informations, à les manier, à les transformer en savoir. Donc en ce qui concerne les grandes tendances en matière de numérique, j'en citerai juste 2 pour ne pas être trop longue. La première, c'est que l'un des principaux enjeux dans le secteur éducatif va être tout ce qui touche au développement de la cartographie des savoirs et des compétences, avec tout le développement donc des logiciels de pédagogie adaptative. Alors, ils permettent, ces logiciels, de cartographier de manière extrêmement fine non seulement le niveau scolaire de chaque élève, mais aussi tous ces points de blocage, ces points d'hésitation. Et bien entendu, ce qui suit immédiatement après, c'est la remédiation et la remise à niveau adaptée à chaque élève.
C'est ce que Sophie Penn, que vous connaissez peut-être, qui est chercheuse au CRI, donc le Centre de recherche interdisciplinaire, donc qui a été fondé par François Tadei, nomme la Data Driven Education. Alors c'est pas de la science-fiction, hein, donc c'est déjà là. Les Américains, encore eux, ont développé par exemple une plateforme intitulée Branching Minds. C'est un service en ligne pour aider les étudiants et les parents et les enseignants à identifier en fait les problèmes d'apprentissage des enfants, à comprendre toutes ces difficultés grâce à des recherches scientifiques, donc évidemment en neurosciences et au développement en intelligence artificielle. Ça permet aussi de suivre et d'enregistrer les progrès de l'élève et puis de l'aider à franchir des étapes via des exercices correctifs qui lui sont proposés en fait immédiatement et de manière totalement adaptée à son rythme d'apprentissage. Autre exemple, la plateforme là encore américaine qui s'appelle CrowdPilot, qui vous permet, alors ça j'ai trouvé ça assez rigolo, mais peut-être un peu inquiétant aussi, qui vous permet de sélectionner un volontaire que vous avez engagé, que vous avez choisi, vous l'engagez en ligne, et puis vous le briefez sur l'entretien que vous allez avoir, par exemple un entretien professionnel. Il va écouter votre conversation et puis il va vous conseiller sur ce que vous devez dire en temps réel par message interposé sur votre smartphone. Alors une fois qu'on a dit ça, je vous rassure, on aura encore besoin d'écoles et de professeurs, bien évidemment. Alors qu'y a-t-il dans une école que l'on ne trouve pas sur Internet ? Eh bien, la réponse, elle réside dans ce que l'enseignant peut vraiment apporter à ses élèves et étudiants. Et il s'agit là pour moi de la deuxième tendance profonde en matière de numérique éducatif. Le professeur devra de plus en plus accompagner ses élèves à effectuer leurs propres recherches, hein, car on le sait bien, en fait, c'est le questionnement qui est la force de l'apprentissage. Et c'est ce que j'aime bien d'ailleurs dans ce qui est souligné par Ken Robinson, donc un monsieur bien connu, chercheur anglais qui intervient beaucoup sur les problématiques d'éducation et de créativité et d'innovation en éducation. Eh bien, ce qu'il dit, c'est que sans apprentissage, il n'y a évidemment pas d'éducation et que l'enseignement bien conçu n'est pas un système de livraison, hein. Le professeur n'est pas là juste pour transmettre des informations, il est aussi là, bien entendu, pour conseiller, pour encourager, pour stimuler, voire évidemment pour inspirer. Donc la raison d'être de l'éducation, c'est d'amener les individus, les apprenants à apprendre, et donc le rôle de l'enseignement et de faciliter, de l'enseignant et de faciliter l'apprentissage. Voilà, je ne vais pas être plus longue, c'est juste de vous proposer donc quelques pistes de réflexion, on aura l'occasion d'en rediscuter par la suite si vous le souhaitez, sur ce qui se passe donc un peu en matière de numérique éducatif et puis sur tous les sujets auxquels nous travaillons quotidiennement au sein de la direction de l'innovation pédagogique donc de la CCI Paris-Île-de-France. Ce que je crois dans tous les cas, c'est que le numérique, il permet plus d'émancipation dans les entreprises, à la fois par la confiance nécessaire, la liberté et la créativité qu'il procure. Le numérique, c'est vraiment et indéniablement une source de formidables opportunités, y compris commerciales. Nous, on a commencé à l'expérimenter à travers la commercialisation de certains MOOC, de certains SPOC, etc. Donc, il y a vraiment des possibilités intéressantes de ce point de vue-là. Si on ne s'en empare pas du numérique, cette absence de compétences numériques, ça va devenir la nouvelle forme d'illettrisme. C'est pas moi qui le dis, c'est la vice-présidente de la Commission européenne, mais je pense que c'est très juste, hein. C'est un vrai sujet de fracture sociale dans les années à venir. Et puis, comme le souligne Laure Belot, je ne sais pas si vous avez vu son dernier bouquin, elle est journaliste au Monde, donc elle a écrit un bouquin là, qui est sorti récemment, qui est vraiment très intéressant, donc je vous le recommande, qui s'appelle La déconnexion des élites. Eh bien, le numérique, il laisse l'espoir aux gens de dessiner d'autres possibles.